toute la France des régions. Et on est toujours très fiers de vendre les produits locaux. Les magasins U, c'est ce qu'on appelle la grande surface de la petite ville. Les magasins U pour un commerce qui profite à tous. Et avec les magasins U, retrouvez du lundi au jeudi une certaine idée de la France à 19h55 sur Radio Classique. Il est 19h sur Radio Classique. – 19h-20h avec Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique. Bonsoir à tous. Après le journal de Loïc Loury et notre rendez-vous Économie Soir vers 19h15, ce sera le grand débat des politiques avec Laurence Rossignol du PS face à Franck Riester des Constructifs. 19h30, la page culture, Catherine Bardon, auteure des Déracinés, et Catherine Jacob qui joue dans la pièce Le fil à la patte au théâtre Montparnasse. Ensuite, Élodie Fondacci nous parlera du nouveau roman de Pascal Quignard et Guy Boyer de Connaissance des Arts nous emmènera visiter l'exposition consacrée au photographe Elmar Lesky au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Tout de suite donc le journal avec Loïc Loury. Bonsoir Loïc. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Il a vendu ses Mirages et ses Rafales au monde entier. Son nom restera pour le pire et le meilleur, attaché à celui de Corbeil-Essonnes. Serge Dassault, l'avionneur, le politique, l'homme de presse est mort à Paris. Il avait 93 ans. Retour dans un instant sur sa carrière et sur les affaires qui allaient avec. À suivre aussi le président italien qui refoule les eurosceptiques du pouvoir dans son pays. Et puis il a escaladé un immeuble pour sauver un enfant. Mamoudou Gassama a été reçu ce matin par Emmanuel Macron. Radio Classique. Une crise cardiaque l'a foudroyé à son bureau des Champs-Élysées. Serge Dassault est mort, il avait 93 ans. Ah oui, Serge Dassault, le capitaine d'industrie. Serge Dassault, l'homme politique et le patron de presse. Il avait son mot à dire sur tout et ne s'en privait pas. En 2006, il réagissait ainsi aux manifestations contre le CPE, le contrat première embauche du gouvernement Villepin. La France est un pays où on ne travaille pas. On ne travaille pas, c'est 35 heures, c'est catastrophique. Partout dans le monde, les gens travaillent plus. Il faut savoir que la France, aujourd'hui, est dans une situation dramatique, critique, et on ne veut rien changer. Aujourd'hui, le drame, c'est que la gauche ne veut rien changer. La gauche, c'est conservateur. Les révolutionnaires, c'est la droite. C'est la droite qui veut faire des modifications et des nouvelles réformes. Et voilà Serge Dassault sur France 2. À ce moment-là, l'industriel, on l'entend, est un homme politique averti, homme de droite, bien sûr. Lucille Bréau, dans ce parcours, il y a un marqueur plus important que les autres, c'est Corbeil-Essonnes, là où tout a commencé. Oui, Corbeil-Essonnes, c'était son fief, son ancrage local. La première fois qu'il se présente à une élection, c'est là, en 1977. Il a 52 ans. Il échoue au municipal, puis aux législatives de 78 et de 81. 3 échecs, mais il ne lâchera jamais l'affaire. En 1995, il est enfin élu maire de la ville. Il le restera 14 ans. En parallèle, au début des années 2000, il se lance dans une nouvelle aventure politique en partant à l'assaut du Sénat. Il est élu dans l'Essonne sous l'étiquette de l'UMP, son parti de cœur. Il deviendra même le doyen d'âge du Palais du Luxembourg à 83 ans. Toujours au cœur de la grande famille de la droite française, il était de tous les conseils nationaux, de toutes les campagnes, de tous les combats, avec un ton souvent franc, parfois tranchant, si caractéristique. Ah oui, une attitude parfois gênante pour son camp, mais pas autant que ses ennuis récurrents avec la justice. Notamment des accusations d'achat de voix à Corbeil-Essonnes. Justement, c'est la part d'ombre de Serge Dassault. Il devait d'ailleurs être jugé la semaine prochaine en appel pour blanchiment de fraude fiscale. Il avait été condamné en février 2017 à 5 ans d'inéligibilité et 2 millions d'euros d'amende. Son parcours politique a toujours été jalonné d'affaires judiciaires et pas qu'en France. En 1998, il est condamné en Belgique à 2 ans de prison avec sursis pour corruption dans l'affaire Agusta. En 2014, après 2 tentatives infructueuses, le Sénat avait finalement accepté de lever son immunité parlementaire. Lucille Bréau pour Radio Classique et réactions bien sûr déjà nombreuses. Laurent Wauquiez parle à l'instant d'un ardent défenseur du patriotisme industriel. Éric Ciotti, le député républicain des Alpes-Maritimes, affirme perdre un ami. La France, elle, perd un capitaine d'industrie. C'est un sentiment d'immense émotion, de grande tristesse. Personnellement, Serge Dassault était un ami et j'ai partagé beaucoup de moments heureux avec lui, et notamment dans le département des Alpes-Maritimes où il résidait très souvent l'été. Au-delà, bien entendu, la France perd un grand homme, un capitaine d'industrie extraordinaire, un visionnaire qui avait fait
dans la continuité de Marcel Dassault, du groupe industriel Marcel Dassault, un fleuron international. Je veux vraiment lui rendre hommage et dire combien notre pays aujourd'hui perd un de ses plus grands serviteurs. Nicolas Sarkozy lui salue la mémoire d'un pionnier, d'un grand industriel et d'un visionnaire, Serge Dassault, donc mort à 93 ans. On continue d'en parler juste après ce journal dans Économie Soir. Radio Classique. Il est 19h05 sur Radio Classique. En Italie, c'est finalement un parangon de l'austérité qui a été nommé Premier ministre. Un échec total pour les eurosceptiques arrivés en tête des dernières législatives. Ils comptaient tourner le dos aux exigences budgétaires de Bruxelles, mais c'était sans compter la pugnacité du président Sergio Mattarella. Après l'abandon de l'inconnu Giuseppe Conte, c'est en effet un économiste, gestionnaire rigoureux qui prend les rênes de l'exécutif. Marc Tédé, l'objectif de Carlo Cottarelli désormais sera de conduire le pays vers de nouvelles élections au plus tard, début 2019. Oui, Carlo Cottarelli va désormais s'atteler à former un gouvernement qu'il présentera d'abord au président Mattarella, qui, comme on vient de le voir ces derniers jours, pourra s'opposer à telle ou telle nomination. Mais il devra aussi soumettre cette liste au Parlement. S'il obtient l'aval de cette assemblée, il pourra préparer le budget pour l'année 2019 et organiser des législatives en début d'année prochaine. Cet ancien du FMI a été commissaire à la révision de la dépense publique du gouvernement d'Enrico Letta, ce qui lui a valu le surnom de Monsieur Ciseaux. Fidèle à sa réputation, Carlo Cottarelli a donc tenu aujourd'hui à rassurer les marchés et plus globalement les Européens. Un gouvernement dirigé par moi assurera une gestion prudente de nos finances publiques. Un dialogue avec l'Europe pour défendre nos intérêts est primordial. Comme pays fondateur de l'Union européenne, notre rôle dans l'Union reste essentiel, de même que la poursuite de notre participation à la zone euro. Mais un soutien du Parlement n'est pas acquis s'il n'obtient pas la confiance du Parlement dominé par la Ligue d'extrême droite et le mouvement populiste 5 étoiles. Carlo Cottarelli devra se contenter de gérer les affaires courantes avant de nouvelles élections, sans doute dès le mois de septembre. Merci à vous Marc Tédé. Courage, responsabilité, voilà les réactions d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle dénonce un coup d'État orchestré par l'Europe. En France maintenant, Mamadou Gassama, le héros du week-end, sera rapidement naturalisé. Ah oui, il a escaladé 4 étages comme on enjambe un trottoir et sauvé un enfant suspendu dans le vide. Ce Malien de 22 ans a été reçu ce matin à l'Élysée par Emmanuel Macron. Dès demain, Mamadou Gassama recevra un titre de séjour pour entamer ses démarches de naturalisation. Il pourra également travailler et peut-être, comme il le souhaite, intégrer une unité de pompiers à Paris. Le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de la capitale, lui souhaite d'ores et déjà la bienvenue. Bien sûr, on a vu cette vidéo, on a vu ses capacités physiques qu'il a déjà, qu'il a d'emblée, au même titre que ses valeurs de porter secours à autrui. Donc d'emblée, c'est quelqu'un qui fait partie des nôtres par les valeurs qu'il a partagées. Après, quant à rejoindre les pompiers de Paris, il s'agira de voir dans quel dispositif il peut le faire. Le service civique est une des solutions, ou alors de pouvoir intégrer, après avoir suivi les tests préalables, directement les pompiers de Paris, et donc de suivre la formation préalable pour devenir un soldat du feu, un soldat de la vie. Des propos recueillis par Éric Kioch. Et puis du football, puisque la France reçoit en match amical l'Irlande au Stade de France ce soir. A oublié la micro-polémique, Rabiot et relancer la machine à quelques semaines seulement de la Coupe du Monde France-Irlande, donc à 21h en attendant 2 autres matchs amicaux. Ce sera le mois prochain face à l'Italie et aux États-Unis. Merci Loïc Loury, on vous retrouve à 19h30 pour le Flash et la météo, il est pour l'instant 19h09. Bonne nouvelle. Cette année, avec l'IFI qui remplace l'ISF, vous allez peut-être payer moins d'impôts. Alors cet argent, vous pouvez le garder, vous pouvez le dépenser, vous pouvez aussi en faire profiter ceux qui en ont le plus besoin en faisant un don à la Fondation de France. Ainsi, ce qui est une bonne nouvelle pour vous le sera aussi pour ceux qui luttent contre le cancer, la misère ou la solitude. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. Pour en savoir plus sur les nouveaux avantages fiscaux, rendez-vous sur fondationdefrance.org. La gestion de patrimoine, c'est comme la grande cuisine. Il faut savoir innover. Primonial, premier groupe indépendant en gestion de patrimoine, innove en permanence pour s'adapter aux besoins des épargnants et préparer leur avenir. Il n'y a pas de solution unique car chacun a son histoire, ses projets personnels. Et pour vous apporter le conseil le plus personnalisé possible, nos conseillers Primonial sont à votre écoute partout en France. Primonial, des idées neuves pour votre argent.
Découvrez Primonial et prenez rendez-vous avec votre conseiller sur primonial.com. Dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine, les musiciens de l'Orchestre régional de Normandie reçoivent la brésilienne Cristina Ortiz. Invitée des plus grandes salles de concert du monde, la pianiste virtuose mettra en lumière des pièces de compositeurs brésiliens majeurs, dont le Concertino de Guarnieri, qui sera interprété pour la première fois en France. Également au programme, une création unique du célèbre compositeur André Mémari. Cristina Ortiz, avec l'Orchestre régional de Normandie, samedi 9 juin à Paris, salle Gaveau à 20h30, avec le soutien de l'ambassade du Brésil. Le département du Val d'Oise fête ses 50 ans. Un village d'artistes lové entre tournesols et champs de blé. Une très belle église immortalisée par Vincent van Gogh, où tant de grands et jeunes artistes s'expriment depuis 38 ans. C'est tout le charme du festival d'Auvers-sur-Oise, qui s'ouvre le 1er juin avec la Chapelle Harmonique et Valentin Tourné, et se clôture le 4 juillet avec les Talents Lyriques et Christophe Rousset. Réservation sur festival-auvers.com. Val d'Oise, terre de festival. Le Festival de l'Histoire de l'Art de Fontainebleau fête ses 8 ans. Le temps d'un week-end, assistez à des conférences, des débats ou des ateliers dédiés cette année à la Grèce. Une programmation exceptionnelle pour tous les publics, amateurs et professionnels, à vivre dans plusieurs sites de la ville, au château de Fontainebleau et dans son parc, pour des moments d'évasion aux portes du rêve. Le Festival de l'Histoire de l'Art, du 1er au 3 juin à Fontainebleau. Un événement proposé par le ministère de la Culture, le château de Fontainebleau et l'Institut national d'Histoire de l'Art. Radio Classique, Économie Soir, avec Céline Cajoulis. Bonsoir Céline. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Nous en parlions à l'instant, le décès de Serge Dassault, qui avant d'être un homme politique et un patron de presse, était surtout un industriel. Oui, c'est à lui que l'on doit le développement de Dassault Aviation et surtout le récent succès du Rafale. Écoutez Bruno Lancesseur, rédacteur en chef d'Aerospace Defense News. Il a permis à Dassault Aviation de se développer, d'être l'avionneur qu'il est aujourd'hui. À une époque où ça n'a pas été facile pour l'avionneur, où le Rafale a été très critiqué, heureusement pour la société, il y avait les Falcon qui se vendaient très très bien et qui ont permis à l'entreprise de tenir coûte que coûte et uniquement sur les commandes françaises de l'avion de chasse français Rafale. Ensuite, on le sait, il y a eu les commandes à l'export en Égypte, au Qatar et en Inde qui ont enfin permis le rééquilibrage entre l'activité civile et l'activité militaire, ce qui n'a pas été le cas pendant une petite vingtaine d'années. Bruno Lancesseur avec Éric Mauban. À la SNCF, le nombre de grévistes est en baisse aujourd'hui. Il est tombé à son plus bas niveau depuis le début du mouvement, à un peu moins de 14%. Pourtant, demain, les perturbations seront encore importantes. Alors qu'en fin de semaine dernière, l'UNSA avait laissé entendre qu'on pourrait bientôt sortir de la grève, eh bien son secrétaire général a finalement changé d'avis et annonce désormais qu'il n'en est pas question, en tout cas pour le moment, d'interrompre le mouvement. Les députés avancent sur la future loi sur l'alimentation. Oui, ils ont voté pour l'encadrement des super promos, comme celle que l'on avait vue il y a quelques mois sur les pots de pâte à tartiner. Les grands distributeurs devront donc vendre les produits au moins 10% plus cher que le prix qu'ils ont payé. Une question que Dimitri Pavlenko abordera demain à 7h15 avec Michel Biérot, le directeur général de Lidl. Et puis pour finir, les marchés financiers. Ce soir, Paris a terminé en baisse de 0,61%. Les investisseurs restant prudents face à la crise politique italienne. Enfin, à New York, la bourse est fermée pour cause de Memorial Day. Merci beaucoup Céline Cajoulis. Il est 19h13 sur Radio Classique. Dans un instant, le duel du lundi avec Laurence Rossignol et Franck Riester. Vous êtes bien sur Radio Classique avec Gluck.
Radio Classique vous attend pour son grand concert Sacré Rossini. Du Barbier de Séville à la Pivoleuse, venez écouter les chefs-d'œuvre de Rossini par les plus grandes voix de la scène actuelle. Karine Dehaye, Chloé Chaume, Anas Séguin, Jean Tedjen et bien d'autres. Avec le chœur Vittoria et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par José Miguel Pérez Sierra. Tous au grand concert Sacré Rossini. Avec Radio Classique, les 25 et 26 juin, au Théâtre des Champs-Élysées, à Paris. Réservez vite sur fnac.com et théâtrechamps-élysées.fr. Célébrez le 150e anniversaire de la mort de Rossini avec l'Office national italien de tourisme. À chacun son Italie sur italia.it. Les grandes voix présentent la soprano Sonia Yoncheva en concert. La grande star lyrique consacre une soirée unique aux plus fameux airs et duos de Giuseppe Verdi, aux côtés du ténor Marine Yonchev et de l'Orchestre national Montpellier-Occitanie, dirigé par Daniel Oren. Sonia Yoncheva, le vendredi 1er juin au Théâtre des Champs-Élysées, à Paris. Réservation sur théâtrechamps-élysées.fr. Allopneu.com 97% des utilisateurs du pneu Michelin Cross Climate sont prêts à le conseiller à leurs amis parce que c'est le pneu sur qui on peut vraiment compter par tous les temps, en toute saison. Bref, un pneu fiable, comme les vrais amis. Sur allopneu.com, vous pouvez aussi compter sur la fiabilité de notre réseau de montage à domicile ou à moins de 5 km de chez vous. Et jusqu'au 12 juin, pour l'achat de pneus Michelin, recevez jusqu'à 80 € en bon d'achat à allopneu.com. Voir conditions sur le site. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. Radio Classique, le grand débat du soir avec Patrick Poivre d'Arvor. Et Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, bonsoir. Bonsoir. Et Franck Riester, qui lui est député Agir les Constructifs de Seine-et-Marne. Bonsoir. Alors, vous êtes tous les deux parlementaires de l'opposition, en principe, en tout cas sur le papier. Moi, plus que lui. Ah bon? Oui, sûrement, oui. Ah oui. Bon, lui, voilà. il est constructif. Moi, je suis plus constructif. Il est constructif, voilà. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est quand même la France insoumise, il y a notamment Jean-Luc Mélenchon qui incarne le plus l'opposition à la politique du gouvernement. On n'entend que lui et on ne voit que lui dans la rue notamment. Laurence Rossignol. Oui, c'est vrai. Le Parti socialiste est dans une situation difficile. Après les élections présidentielles l'année dernière, il n'est pas sorti de cette période-là. Il y a peu d'autres forces politiques et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est la force politique la plus audible à gauche, incontestablement. Pour autant, je crois qu'hier, il a touché la limite, il a touché du doigt la limite de sa stratégie. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde dans la rue. La marée populaire n'a pas été à la hauteur, à mon sens, des ambitions qu'avaient les organisateurs ce jour-là. Et je crois que ça fait plusieurs fois que ça arrive où Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, essaye de mettre en place une stratégie dans la rue. Et les troupes ne sont pas au rendez-vous. Pour autant, son influence est probablement plus grande que les participants à ces manifestations. Mais en même temps, ça veut dire qu'il ne peut pas rassembler. Et le problème de Mélenchon, c'est qu'il n'est pas une alternative aujourd'hui. Parce que selon un récent sondage, il y a 40% des Français qui estiment que c'est le chef de l'opposition. Certes, mais quand on est chef de l'opposition, le but n'est pas d'y rester. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut transformer chef de l'opposition en alternative politique crédible. Et il n'en est pas là. Franck Riester, donc comment vous analysez justement le fait qu'en effet cette marée humaine était plutôt une marée basse hier Est-ce que c'est parce que finalement les gens acceptent la politique de réforme lancée par les macronistes? Deux choses, effectivement, c'est plus facile d'être repris dans les médias ou d'être audible à un instant T quand on s'oppose d'une façon très radicale, quand on a des politiques très différentes, c'est blanc par rapport au noir ou noir par rapport au blanc, que d'avoir des nuances dans les propositions politiques et les idées. Ce qui est plutôt notre cas. Nous sommes dans une approche constructive à droite, Agir, en tout cas, le mouvement qu'on a créé avec d'autres parlementaires et d'autres élus locaux, qui est de dire, il y a un certain nombre de réformes que conduit Emmanuel Macron et le gouvernement, qui vont dans le bon sens, qui sont des réformes que nous, à droite, nous avons toujours défendues. Et il n'y a pas de raison d'aller s'opposer sous prétexte que c'est pas quelqu'un de notre famille politique à l'origine qui conduit ces réformes, quoique Édouard Philippe, en l'occurrence, est quelqu'un de mon ancienne famille politique. Pour autant, il n'y a pas forcément d'adhésion à ce que dit un Jean-Luc Mélenchon ou peut-être un Laurent Wauquiez, parce que quelle alternative à ce que propose aujourd'hui Emmanuel Macron? Quelle alternative de Jean-Luc Mélenchon
par bien des aspects, est, on voit bien, déconnecté de ce que pourrait être une politique rationnelle mise en œuvre dans notre pays. C'est quelque chose de très extrémiste, comme d'ailleurs ce que propose d'une certaine façon Laurent Wauquiez, loin de ce qu'a toujours été la ligne politique de la droite. C'est plutôt une ligne identitaire, assez eurosceptique et assez ultra-conservatrice. Donc on voit bien que, à un moment donné, les Français disent « Ok, on les entend plus, mais qu'est-ce qu'ils disent vraiment ?» Puis deuxièmement, quelque chose qu'il faut pas sous-estimer, c'est ensuite la capacité de mettre en œuvre ces réformes, en tout cas la capacité de mettre en œuvre la politique que ces gens-là proposent. Et on voit bien que là, pour le coup, c'est complètement déconnecté des choses, surtout que Emmanuel Macron à un an de l'élection, encore la légitimité d'élection. Il avait dit qu'il allait mener ces réformes-là. La réforme de la SNCF, il l'avait dit. Il l'avait pas vraiment annoncé, la réforme de la SNCF. Oh, la réforme, il avait annoncé la transformation en profondeur du pays. Donc on sait c'est pas mal. Bah oui, mais enfin, à partir de là, on peut faire rentrer, on peut faire rentrer dans la transformation en profondeur du pays, on peut faire rentrer toutes les réformes dans cette expression la valise. Réforme de la fiscalité, pour aller vers moins de fiscalité sur le capital. Qu'il allait faire une politique libérale et de droite, un certain nombre d'entre nous l'avions identifié. Et c'est bien une des réformes depuis longtemps soutenues par la droite que celle de la SNCF. Et donc c'est bien légitime qu'ils la mettent en œuvre. Mais c'est pas pour autant une réforme qui suscite une adhésion et qui surtout montre que Emmanuel Macron a trouvé une voie. Mais vous êtes tout à fait hostile, Laurence Rossignol, à cette réforme. Il n'y a pas des aspects de cette réforme de la SNCF qui vous séduisent? Qu'est-ce qui est séduisant dans la reprise de la dette, par exemple. Mais la reprise de la dette, comment vous dire, elle est inéluctable d'un certain point de vue. Aujourd'hui, la dette n'a pas été reprise par l'État parce que ça nous permet d'aller à Bruxelles et de dire regardez, on fait des gros efforts sur les déficits publics et on laisse la dette de la SNCF à la SNCF. Pour autant, on pourrait imaginer une autre analyse. La dette de la SNCF, elle est liée en grande partie aux investissements importants qui ont été faits sur le TGV. Dans le TGV. Et moi, je pense qu'on a eu raison de faire ces investissements. Je ne vous pose pas les TGV et les lignes et les petites lignes. Parce qu'un pays moderne, c'est un pays qui est offensif sur le plan économique, c'est un pays qui a des infrastructures qui sont à la hauteur de ses ambitions économiques. Donc, les infrastructures qui ont été faites par la SNCF, pour les TGV par exemple, elles rapportent à tout le pays. C'est l'aménagement du territoire et c'est de la responsabilité de l'État. Et puis la SNCF, selon la réforme, va perdre son statut de société publique pour devenir une société anonyme. Et à ce moment-là, la reprise de la dette, elle est inéluctable. Quelle autre solution aurait pu choisir le gouvernement? Je suis contente d'avoir un député quasi de la majorité, parce que c'est ce que je vous racontais, parce qu'on laissait la dette de la SNCF à la SNCF pour pouvoir nous rapprocher des critères de Maastricht. C'est sûr qu'une société je vais vous poser une question gentille. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme vous pouvez même poser des questions méchantes. Bon, il n'y a pas de raison. Non, on évaluera. Une question qui est vraiment qui est sincère. Quelle autre solution y avait-il que la reprise de la dette par l'État dès lors que la SNCF, que SNCF Réseau devient une société anonyme? Qu'est-ce qui serait passé avec cette dette et dans une société anonyme? À partir du moment où on passe en société anonyme, une société anonyme ne peut pas avoir un endettement par rapport à ses capitaux propres de la sorte. C'est légalement pas possible. C'est légalement pas possible et économiquement pas possible. Enfin, je rappelle quand même que il y avait besoin de faire une réforme en profondeur de la SNCF parce que la situation n'est pas bonne. Aujourd'hui, la qualité du service se dégrade. Globalement, on le voit bien, et notamment dans les transferts au quotidien. Celles et ceux qui ont à prendre le train pour aller travailler notamment s'aperçoivent qu'il y a des problèmes de régularité, des problèmes de qualité des services. Et donc, il faut bien moderniser cette entreprise. Et nous sommes convaincus, moi je suis convaincu depuis longtemps, que pour moderniser cette entreprise, il faut l'adapter à ce qui se fait dans les pays où on a vu qu'il y a eu une amélioration de la qualité, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence, tout en gardant l'entreprise comme une entreprise publique, parce que le secteur de transport est un secteur spécifique et où l'État doit continuer d'avoir une ambition. Et ça, pour pouvoir moderniser l'entreprise et améliorer le service, il fallait ouvrir à la concurrence. Et quand on dit ouvrir à la concurrence, on passe en société anonyme, société privée, et là, effectivement, il y a des règles comptables, légales, qui obligent à avoir un endettement raisonnable. Laurence Rossignol, 14% de cheminots seulement en grève aujourd'hui, mais quand même beaucoup de perturbations pour les usagers. Franck Riester faisait allusion. C'est pas le moment pour vous d'organiser la sortie de crise?
Mais moi je pense que depuis le début, c'est le moment d'organiser une sortie de crise et surtout une solution qui convienne aux syndicats de la SNCF. C'est chez vous, au Sénat, que les choses peuvent se jouer. C'est chez nous que ça va se jouer au Sénat dès maintenant d'ailleurs. Et on aura là effectivement la possibilité de faire adopter un certain nombre d'amendements. Mais ceci dit, je lis que au Sénat, on va pouvoir faire les avancées. Ça veut dire que la majorité de droite du Sénat va être en recul par rapport à ce qu'il y avait dans le texte du gouvernement. Mais c'est possible. Si c'est le cas, je m'en réjouis. Si c'est le cas, je m'en réjouis. Et si je pense qu'on peut que la navette parlementaire et en même temps on prouvera aux députés et au gouvernement que le Sénat n'est pas une instance poussiéreuse et inutile et que la navette parlementaire permet d'avancer. On le fera. Puis ce sera aussi le moment où on devrait vérifier un certain nombre de choses. Le gouvernement dit qu'il n'y aura pas de privatisation de la SNCF. Il y aura aussi des amendements pour l'affirmer. Ce sera le moment aussi où on évaluera la nature des engagements du gouvernement. Mais je souhaite vivement qu'on sorte de la crise parce que la grève est coûteuse pour ceux qui la font. Elle est coûteuse pour la SNCF aussi. Pour la SNCF, coûteuse pour les usagers. Puis elle est même coûteuse pour ceux qui ne la font pas et qui sont d'accord avec ceux qui la font. Parce que il y a 14% de cheminots qui font grève, mais je peux vous assurer qu'il y a plus de 14% de cheminots qui sont en désaccord avec la réforme. Et beaucoup d'usagers aussi. Parce que, juste une chose, je ne crois pas que le changement de statut de la SNCF va résoudre les problèmes que connaissent tous les jours les usagers. C'est ni la privatisation, ni le changement de statut qui va rénover le réseau ferré, qui va rénover le matériel. Ce sont des investissements énormes dedans. Qui vont nous permettre ça. Parce que c'est pas le statut des cheminots, justement, c'est pas le statut des cheminots qui fait que les trains arrivent en retard. Franck Riester. Non, mais enfin c'est le système dans lequel fonctionne aujourd'hui le système ferroviaire français qui est pas de nature à améliorer la qualité et à organiser les services qu'attendent nos compatriotes au niveau qu'ils l'attendent. Vous parliez tout à l'heure de celles et ceux qui partageaient les idées des grévistes sans pour autant faire grève. Je peux vous assurer qu'il y a aussi tous les Français qui sont victimes des grèves et ou même qui ne sont pas victimes des grèves, mais qui sont totalement solidaires du gouvernement par rapport à cette réforme pour améliorer globalement le système ferroviaire dans notre pays. Et on l'a vu, je prends l'exemple de l'Allemagne, de l'Italie, l'ouverture à la concurrence a permis d'augmenter le nombre de fréquences de trains, le nombre de lignes et améliorer les services aux usagers. C'est pas moins de trains avec cette réforme, c'est plus de trains. Le train répond à un besoin de transport de nos compatriotes et c'est un moyen moderne de le faire. Pour autant, on voit bien que pour pouvoir investir davantage, et le gouvernement est tout à fait d'accord à investir davantage, puisqu'il y a même dans les dernières négociations un peu plus de moyens mis sur la table pour arriver à 3,8 milliards d'investissements par an dans la modernisation du système ferroviaire, au lieu de 3,6 milliards, 200 millions d'euros. Et puis deuxièmement, en n'ayant plus de statut à la SNCF et en ouvrant la concurrence, on va donner les moyens à la SNCF, dans ce nouveau cadre, de pouvoir aller de l'avant et de proposer des offres de services plus adaptées à ce qu'attendent les usagers. Donc c'est une chance pour la SNCF et pour le système ferroviaire français. Je pense que tout ça, je pense qu'il y a beaucoup d'idéologie dans ce discours et que la réalité est malheureusement. C'est juste comparer avec ce qui se passe ailleurs. Oui, mais enfin, on peut prendre l'exemple de la Grande-Bretagne où la privatisation a été un désastre. C'est une privatisation. Là, on n'est pas dans une privatisation. Ce que je voulais dire, c'est que l'ouverture à la concurrence, ça veut dire que vont rentrer des sociétés privées. Les sociétés privées, elles viennent pour faire. On y est obligé. Voilà, avec des missions de service public. Les sociétés privées, elles vont y venir pour faire du bénéfice, pour faire du chiffre. Or, dans les infrastructures et la mobilité, la desserte du territoire, tout n'est pas rentable, malheureusement, parce que si demain matin, il ne nous restait plus que les lignes qui sont les lignes rentables, on fermerait énormément de lignes en France. Donc, je vois bien ce qui va se passer. C'est que la SNCF va prendre les lignes qui sont les moins rentables, les autres vont prendre, la concurrence va prendre les lignes rentables, mais les entreprises privées qui annoncent la concurrence ne viendront pas là pour faire de la perte. Voilà. Donc, il y a une vraie menace qui passe sur le maillage du territoire en matière d'infrastructure de ferroviaire. Parce que ce sont les contribuables qui payent à la fin. Merci Franck Riester, merci Laurence Rossignol. Dans un instant, la page culture avec mes invités Catherine Bardon et Catherine Jacob, puis Élodie Fondacci et Guy Boyer.
Pour leur 14e édition, les Étés de la danse présentent 2 programmes exceptionnels. Un hommage à Jérôme Robbins avec le New York City Ballet, le Joffrey Ballet, le Miami City Ballet et le Perm Opera Ballet. Puis un programme contemporain proposé par le Pacific Northwest Ballet avec des chorégraphies signées William Forsythe, Benjamin Millepied, Crystal Pite, Christopher Wheeldon et bien d'autres. Les Étés de la danse avec l'Orchestre Prométhée, c'est du 25 juin au 7 juillet à la Scène Musicale à Boulogne-Billancourt. Informations sur lesétédeladance.com. Vous avez un projet d'expatriation ? Le groupe Le Monde vous donne rendez-vous au Forum Expat, le salon de référence pour bien préparer votre départ. Santé, éducation, gestion de patrimoine, des journalistes, des experts en mobilité internationale et d'anciens expatriés répondront à toutes vos questions. Le Forum Expat, les 5 et 6 juin à la Cité de la Mode et du Design à Paris. Inscription gratuite sur leforumexpat.com. Un jour de 1963, alors qu'il cherchait sur les bords de Loire un lieu pour créer un festival, le maître Sviatoslav Richter jeta son dévolu sur une pittoresque grange du XIIIe siècle. En 2018, le festival de la Grange de Meslay continue d'accueillir les plus grands artistes du monde. Arkady Volodos, Nelson Gurner, Alexandre Tarot ou encore le chœur Microcosmos interprètent pour vous le meilleur du répertoire dans le cadre magnifique de la Grange de Meslay. Le festival de la Grange de Meslay du 15 au 24 juin en Touraine. Donc le retour de Loïc Loury pour l'essentiel de l'actualité. Un capitaine d'industrie, un homme politique, un homme de presse, Serge Dassault est mort à Paris, il y avait 93 ans. Son nom restera associé à Corbeil-Essonnes, à des scandales également, achat de votes, blanchiment et comptes dissimulés. Emmanuel Macron retient, lui, ce soir, celui qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie. Dans l'actualité également, courage pour les uns, coup d'État européen pour les autres. Toujours est-il que le président italien a bel et bien refoulé les 2 partis eurosceptiques élus aux dernières législatives. Sergio Mattarella a choisi de nommer un Premier ministre de transition, un héros de l'austérité, Carlo Cottarelli. Et puis en football, l'équipe de France reçoit ce soir l'Irlande, premier d'une série de 3 matchs amicaux avant la Coupe du Monde. Coup d'envoi 21h au Stade de France. Les Bleus joueront ensuite face à l'Italie et contre les États-Unis. Et puis la météo de demain, encore très mitigée. Oui, mélange d'éclaircies, d'averses et bien sûr d'orages sur l'ensemble du territoire. Une trentaine de départements sont d'ailleurs actuellement en alerte jusqu'à demain matin. Le temps est lourd, les températures élevées, 15 degrés à Brest dès la matinée demain, 16 à Pau, 17 à Nantes, 19 à Paris, à Marseille et à Strasbourg. Merci beaucoup Loïc Loury. Dans un instant, la page culture. Radio Classique vous attend pour son grand concert Sacré Rossini. Du Barbier de Séville à la Pivoleuse, venez écouter les chefs-d'œuvre de Rossini par les plus grandes voix de la scène actuelle. Karine Dehaye, Kevin Amiel, Thibaut de Damas et bien d'autres. Avec le chœur Vitoria et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par José Miguel Pérez Sierra. Tous au grand concert Sacré Rossini. Avec Radio Classique, les 25 et 26 juin, au Théâtre des Champs-Élysées, à Paris. Réservez vite sur fnac.com et théâtrechamps-élysées.fr. Célébrez le 150e anniversaire de la mort de Rossini avec l'Office national italien de tourisme. À chacun son Italie sur italia.it. Une héroïne au tempérament trempé, un fiancé au regard baladeur et un vieux scientifique fou. Voici le cocktail détonnant du ballet Coppelia dansé par le Bolchoï en direct de Moscou. Irrésistible, exubérant, chaque pas de Coppelia déborde d'énergie et d'humour. Découvrez Coppelia en direct au cinéma dimanche 10 juin à 17h. Le ballet pour découvrir le ballet. On parie que vous sortirez avec le sourire. Retransmis de Moscou en direct au cinéma partout en France. Coppelia, dimanche 10 juin à 17h. Informations réservations sur patelife.com. Radio Classique, les invités culture de Patrick Poivre d'Arvor. Alors, dans cette page culture, ça va être la fête des Catherinettes, d'abord, puisque j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants Catherine Jacob et Catherine Bardon pour elle un livre et la première pour une pièce. Elodie Fondacci, qui s'appelle pas Catherine mais qui pourrait, pour un roman. Oui, un roman merveilleux de Pascal Quignard qui vient d'être couronné il y a quelques semaines par le prix du Festival Livre et Musique de Deauville. Il s'appelle Dans ce jardin qu'on aimait. Et Guy Boyer pour une exposition d'un photographe. D'un photographe qui s'appelle Elmar Lersky, qui est au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, dans le somptueux hôtel de Saint-Aignan, un photographe des années 20-30 qu'on avait complètement oublié. Alors justement, ceci me donne une transition pour arriver à vous, Catherine Bardon,
parce que dans votre livre Les Déracinés, publié aux éditions Les Escales, qui est un livre passionnant, on découvre un aspect assez oublié de ce qui s'est passé juste avant la Deuxième Guerre mondiale, à savoir un exil massif de Juifs en République dominicaine. Pouvez nous expliquer pourquoi ? En fait, c'est plus qu'oublié, je crois que c'est méconnu, c'est totalement méconnu, effectivement. C'est une petite miette d'histoire que j'ai découverte en enquêtant en République dominicaine, un pays où je réside en partie. Et en fait, il s'agit d'un accord qui a été signé en 1940. Entre le dictateur local, donc Trujillo. Oui, Trujillo, et des autorités américaines, on va dire, des autorités américaines, émanation du Joint, et sous la tutelle de Roosevelt. Un accord qui prévoyait l'accueil de nombreux juifs. D'accueillir 100 000 juifs, de donner 100 000 visas, en réponse finalement au veto qui avait été levé par tous les pays à la conférence d'Évian. Personne n'avait voulu recevoir les juifs persécutés par les nazis. La République dominicaine s'est portée candidate. Maintenant, la concrétisation, c'est en fait un peu moins d'1 millier de personnes qui sont arrivées sur place. Et alors, vous avez vous avez enquêté pour savoir ce que sont devenus ces déracinés, parce que pour le coup, ils arrivaient de bien loin, la plupart Europe centrale ou Allemagne. Qu'est-ce qu'ils sont devenus quand ils sont arrivés en République dominicaine ? Donc, quand ils sont arrivés en République dominicaine, d'abord, on les avait sélectionnés. Donc, c'était avant tout des jeunes, des intellectuels, des médecins, des architectes, des ingénieurs, et on en a fait des bâtisseurs et des agriculteurs. Donc, ça a été un changement de paradigme pour eux total. Donc, ils ont renoncé à tout ce qui faisait leur existence, leur compétence, pour se muer en fermiers, en bâtisseurs d'abord, puisqu'il s'agissait de construire une ville, voilà, et ensuite en fermier, puisqu'il a fallu planter, semer, planter. Et lorsque Hitler a fini par être vaincu, ils sont retournés pour un certain nombre d'entre eux, ou ils sont restés Non, ils n'avaient plus envie de retourner, je pense. Très peu. Je crois qu'il y a une personne qui est retournée en Allemagne. Beaucoup avaient maîtrisé la langue espagnole, donc beaucoup sont partis dans différents pays d'Amérique du Sud. Quelques-uns sont restés en République dominicaine, et la grande majorité, ils sont partis entre la Floride, principalement la côte est des États-Unis, la Floride parce qu'ils aimaient le soleil, ils s'étaient habitués aux tropiques, et puis Israël. Et il n'y a pas eu d'anciens nazis qui ont essayé de s'échapper et qui sont arrivés comme ils le sont arrivés en Argentine ou au Brésil. Il n'y a pas eu pas à ma connaissance, non, c'était pas une terre d'accueil pour eux de toute façon, non, pas à ma connaissance. Même s'il y avait un dictateur qui était quand même très favorable aux idées de l'extrême droite à ce moment-là. Oui, d'ailleurs paradoxalement, c'est pour ça, c'est pour leur blancheur de peau, on va dire, et leur compétences, également pour les fonds américains que Trujillo les a fait venir. C'était pour développer son pays et pour aussi blanchir son pays. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Vous écrivez ? Quel est votre... J'écris et je profite de la vie et des paysages inspirants. Voilà, de République dominicaine. Donc le livre s'appelle Les Déracinés, publié aux éditions des Escales. Donc pendant ce temps-là, l'autre Catherine de la bande, Catherine Jacob, a depuis maintenant 2-3 jours un fil à la patte, puisque vous êtes depuis le 25 mai en train de jouer au Théâtre Montparnasse, cette fameuse pièce de Feydeau. Ce n'est pas exactement moi qui suis la baronne du Verger, qui est le fil à la patte, c'est le personnage de Bois d'Anguin. Non, mais quand je disais que vous aviez un fil à la patte, c'est que en fait, voilà, c'est tous les soirs. Une sorte de... Sauf le lundi. Grand fêtard essoufflé, qui a besoin de se faire une petite santé financière et qui est chasseur de dot. Donc il va évidemment... être ravi d'épouser une petite Kairotti qui est ma fille, mais en réalité, la fifi, ça l'intéresse pas du tout. Mais en même temps, voilà. Et il sait pas comment se débarrasser de sa maîtresse, qui est une chanteuse de café concert, meneuse de revue, Lucette Gauthier. Et ça, c'est très très collant, ça résiste, c'est insoluble. Donc, il sait plus comment faire. C'est le rat coincé dans un cul-de-sac, quoi. Enfin bon, bref. Donc tout est là, et puis après, il y a évidemment
le grand Auguste du système, qui est personnage de Bousin, qui est un calamiteux, qui se pique de faire des chansons débiles. Qui joue Bousin cette fois-ci Marc Fayet. Et c'est facile de jouer Bousin après Christian Eck, par exemple, qui l'a très bien joué à la Comédie Française. Moi, j'ai la captation de 70 de la mise en scène de Jacques Charon avec Jean Piat. Voilà, à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, c'est un monument du théâtre. Bon, c'est voilà. Et j'ai une grande pensée pour et Robert Hirsch et évidemment Jean Piat que je salue. Voilà, mais je sais pas, je crois qu'il faut pas y penser parce qu'à ce moment-là, voilà. On est écrasé par les rôles. Voilà, écrasé par le poids des ans parce que ça a été créé en 1894, donc faut pas lutter. Hein. Voilà, donc... Alors, ce qui est très dur dans Feydeau, bien sûr, pour les acteurs, c'est la mécanique de précision. C'est vraiment au quart de seconde. Hein. C'est plutôt confort, en fait, en réalité, puisqu'on a beaucoup répété. Nous, on avait joué ça l'année dernière grâce à Christophe Lidon, le metteur en scène, qui est aussi le directeur du Cadeau, CADO à Orléans. Donc, on avait joué une douzaine de fois à Orléans et on avait fait une petite tournée de 12 dates dans des très belles salles, d'ailleurs. Donc, on est une demi-douzaine, le noyau dur, si vous voulez. Je citerai tout à l'heure. Et voilà. Et là, nous avons eu la chance que Madame de Colombie, au Théâtre Montparnasse, veuille bien nous accueillir. Donc, il y a eu aussi une nouvelle distribution avec Jean-Pierre Michael, en alternance Christelle Reboul et Noémie Elbaz, Adèle Bernier, Bernard Malaca, Cédric Collat, Patrick Chériguez, Stéphane Cotin. Tout ça de mémoire, bravo. Bah, oui, parce que c'est une vraie bande. Hein, et dois-je le dire, on s'entend bien. Oui. Ce qui est quand même... Et on vous sent super à l'aise dans ce monde-là, dans ce monde où il y a quand même beaucoup de fofolles. Ça vous va bien. Ça peut aider. Hein. Oui. Voilà. Vous avez une prédisposition. Ces choses-là. Oui, non, mais même une ambiance quand même très pro, mais très légère, parce que non seulement on est dans du Feydeau, mais on est quand même un peu là. La déconne, quand même, faut bien le dire. Les gens viennent vous voir un peu pour ça aussi. Et je dois préciser quand même, je dois le dire, que Christophe Lidon a voulu un petit peu mettre un petit coup de frais là-dedans, parce que les corsets, les machins, fin 19e, ça va bien 5 minutes. Et il voulait donner un peu plus de pétillant à la chose, donc ça se passe un petit peu à l'après-guerre, on va dire, entre le New Look et 47. Donc, Chouchan a fait des très jolis costumes, un peu plus rigolos. Et l'influence aussi de Christophe Lidon, qui tenait beaucoup à nous parler de ça en répétition. Il adore les films de Billy Wilder, ces choses-là. Donc, on a aussi un merveilleux Cyril Giroux qui a amené des musiques additionnelles qu'il a créées. Et puis, au début du spectacle, ça commence quand même avec Louis Prima. Sing, sing, sing. Donc c'est léger, une petite soirée rigolote. Et puis après, si on veut pleurer chez soi, parce que évidemment l'adultère, le cocufiage, c'est quand même la base de la vraie vie. Hein. Enfin, de la vie de l'époque, non? Aujourd'hui encore. Ça n'existe plus. Non, maintenant c'est fini. Se fait plus. Mais voilà, donc c'est quand même assez, c'est joyeux, tonique. On vous sent très heureuse justement de faire ce balancier. Oui, parce que moi, ça fait 40 ans que j'attends de faire ça. C'est vrai? Il y en a qui veulent. Vous n'étiez pas né? J'y pensais déjà quand même. Bon, d'accord. C'est dingue. Hein. Et voilà, donc je suis très fière d'être au Théâtre Montparnasse, qui est quand même un endroit créé en 1846 aussi, ça veut dire quelque chose. Voilà. Donc c'est... Le théâtre et le cinéma, vous avez besoin toujours des deux, de vos deux jambes. C'est une question de rencontre, hein, plus. Hein, oui, bon, c'est peut-être pas techniquement la même chose. C'est vrai que je trouve personnellement, maintenant, plus plaisant d'être au théâtre, d'avoir les doigts dans la prise. C'est plus rigolo. Maintenant... Il y a de plus en plus d'actrices qui commencent à dire ça, parce qu'il y avait des rôles. Non, mais non, l'idée, c'est quand même... on parle toujours de la télé ou du cinéma, la différence, c'est la technique. Au cinéma, vous attendez 4 heures, quand à la télé, on vous explique que vous êtes à la bourre. Mais pour la même chose. Et bon, là, c'est un autre système. C'est 95% technique, tandis que là, une fois qu'on y est, on a intérêt à être bon. Voilà. Et c'est très jouissif. Et puis on entend les gens vivants qui réagissent, c'est dingue.
Voilà, tout ça se passe donc au Théâtre Montparnasse depuis quelques jours et je vous engage à aller voir Catherine Jacob. Et on fait, oui, enfin, pas comme moi, nous sommes une petite équipe. Ben si, vous êtes là, porte-parole. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Mais en fait, on fait un truc atypique, c'est-à-dire que nous, on joue l'été. Alors, on nous avait expliqué, l'été, c'est ringard. Pas du tout, c'est très joyeux. Parce qu'on peut s'emmerder à Paris. Hein. Ben oui, il y a beaucoup de touristes et tout ça. Bon. Et on joue du mardi au samedi. Alors, si vous vous embêtez, allez voir Le fil à la patte. Voilà, Fédo, Catherine Jacob, au passage, quand même, au Théâtre Montparnasse. Dans un instant, Elodie Fondacci. Cet été, Opéra en plein air présente Carmen, mise en scène par Radomira Ileanu, le réalisateur du film Le Concert. Retrouvez la passion et la fougue du célèbre opéra de Bizet, présenté par Antoine Duléry, sous les étoiles des plus beaux sites de France. De Sceaux à Saint-Germain-en-Laye, des châteaux de Vincennes, d'Arrouet et du Champ de Bataille à la Cour d'honneur des Invalides. Carmen, un spectacle d'opéra en plein air de juin à septembre prochain. Réservation à la Fnac et sur opéraenpleinair.com. Un événement MoMA Group avec France Télévisions. Radio Classique. Elodie Fondacci, vous nous parlez du dernier roman de Pascal Quignard, qui s'appelle Dans ce jardin qu'on aimait, qui a reçu il y a quelques semaines le prix du Festival Livre et Musique de Deauville. Oui, c'est une telle évidence que d'accorder ce prix à Pascal Quignard, non seulement parce que c'est un de nos plus grands écrivains, c'est un des rares contemporains quand même à être enseigné, étudié à l'université, et puis parce que son œuvre en fait fait constamment référence à la musique. Lui-même a été organiste avant d'être écrivain. On se rappelle surtout ici de Tous les matins du monde, qui était ce livre extraordinaire qui racontait l'histoire du compositeur baroque Monsieur de Sainte-Colombe, virtuose. Qui avait été adapté par... Bien sûr, adapté au cinéma par Corneau, et qui est donc ce vieil homme qui vit reclus dans sa gentilhommière, qui a perdu sa femme, qui ne s'est jamais remis de ce deuil, et qui joue de la viole en virtuose. Et bien en fait, ce nouveau roman, Dans ce jardin qu'on aimait, est exactement dans cette veine-là, et à nouveau, Quignard fait surgir du passé et de l'ombre un compositeur méconnu qui quelque part en fait doit certainement lui ressembler, lui qui n'aime rien tant d'autre que la solitude, le silence, la discrétion, et qui avoue d'ailleurs qu'il aurait aimé être un moine méditatif dans une autre vie. Et donc cette fois-ci, il s'agit d'un homme d'église, qui est le pasteur américain Simeon Peace Cheney, auteur d'un seul livre de musique qui s'appelle La musique des oiseaux, où il a consigné avec patience, note à note, à l'oreille, les trilles de la fauvette, les cris de l'effraie, le sifflement du merle moqueur, tous les chants de ces petits oiseaux qu'il passait ses journées à écouter dans le jardin de sa cure. Mais d'ailleurs, Messiaen a fait la même chose un siècle plus tard. Un siècle plus tard, exactement. C'était le catalogue d'oiseaux. Voilà, et c'est vrai que par contre, le révérend Cheney n'a pas eu du tout la même fortune, puisqu'il n'a jamais réussi à publier ses partitions de son vivant. Elles ne furent qu'éditées par son fils grâce à l'insistance de son fils qu'après sa mort. Et personne, en fait, ne s'intéressait à cette musique, sauf un certain Dvorak, qui, lui, au contraire, s'est passionné, a été ébloui par ce recueil et qui s'en est inspiré pour son quatuor à cordes numéro 12. Enfin bref, Pascal Quignard donc a choisi de raconter l'histoire de cet homme qui est en fait l'histoire d'un bonheur fauché, parce que le révérend a eu un grand amour, sa femme, Eva, qui est morte en couche quand elle n'avait que 23 ans, en mettant au monde sa fille Rosamonde, et lui ne s'en est jamais consolé. Donc il était veuf, et il a vécu dans le souvenir de cette jeune femme défunte qu'il refusait de partir, de laisser partir en fait, comme il refusait d'oublier cette silhouette, cette lourde chevelure, le bruit de ses robes qui tombaient sur le sol quand elle les enlevait. Il chérissait sa douleur et il la cultivait un peu comme on cultive une fleur en réalité. Oui, et comme sa femme adorait son jardin, enfin au-dessus de tout en tout cas, il ne cessa de l'y chercher. Voilà, c'est ce qu'imagine Quignard, parce qu'il faut bien dire que ce roman n'est pas tout à fait une biographie. Il invente pour mieux s'approcher en fait de l'âme, il interprète comme ferait un musicien. Et donc cette femme, Eva, passait des heures dans ce jardin avec sa bêche, avec son arrosoir appliqué à sa tâche. Et pour le pasteur, ce jardin est devenu une sorte de sanctuaire. Finalement, c'est très féerique, en fait. C'est un petit peu comme un personnage de conte de fées qui serait emprisonné dans un jardin ensorcelé. Lui, ce vieil homme que le temps fait plier, eh bien, est prisonnier de ce jardin. Il y voit le visage de sa femme, le reflet de son âme, puisqu'elle en a pensé chaque par terre. Eh bien, il croit la saisir quand il s'y promène. Il est aux aguets de tout ce qui s'y passe. Et à nouveau, il note tous les bruits, le cliquetis de la chaîne du pluie, la porte de l'appentis qui bat au gré d'un courant d'air, et la pluie qui tombe sur l'arrosoir. Et toute cette musique qu'il recueille, c'est celle de son cher fantôme. Et on peut dire que tout le reste l'indiffère, même Dieu, même ses paroissiens qui le lui reprochent bien sûr, même sa fille qu'il n'a jamais voulu aimer parce qu'il ne l'a
jamais pardonné d'avoir tué sa mère. Et diriez-vous que c'est une écriture musicale, justement ? C'est vraiment écrit comme un poème en prose, en fait. C'est-à-dire que les mots comptent autant que les silences, et Quignard cherche l'épure presque jusqu'à l'austérité. C'est vraiment un texte qui a une forme étrange, parce que elle est presque théâtrale. D'ailleurs, ça serait la forme aussi d'une cantate. On parlait de musique, avec des dialogues qui sont écrits comme des tirades, des personnages, un récitant, des descriptions qui sont des indications scéniques. Et comme dans le théâtre No, le théâtre japonais, c'est vraiment la lenteur de ce livre qui fait sa beauté hypnotique. Je trouve que lire Quignard, c'est un peu comme une prière. C'est-à-dire, ça se fait dans un silence recueilli pour écouter les bruissements de l'au-delà, pour écouter les fantômes qui passent. Voilà, donc Pascal Quignard, dans ce jardin qu'on aimait, c'est chez Grasset. Tout à l'heure, Catherine Bardon, je vous ai interrogé sur le fond, la toile de fond de votre histoire. C'est un roman, ce que vous nous racontez. Ça vous a permis de combler les trous, les blancs de l'histoire, de ce que vous saviez ou peu. Parce que c'est l'histoire donc d'un journaliste qui décide de partir avec son amour, Alma, et de quitter. Mais c'est pas si simple de quitter à ce moment-là l'Allemagne. Non, c'est pas si simple. Et puis il décide pas de quitter. Je crois qu'il est obligé de quitter, tout simplement. Il le fait au dernier moment, en 39. Il est vraiment contraint de quitter. Il le fait quasiment au dernier moment, effectivement. Et il va se retrouver avec effectivement sa femme et son jeune enfant dans une errance d'1 an avant de pouvoir espérer atteindre l'Amérique. Parce qu'il y a quelque chose d'assez fort dans votre livre, c'est qu'à un moment donné, ils sont en Suisse, donc ils pensent qu'ils sont enfin tranquilles, mais ils découvrent que finalement, les visas qu'ils avaient pour les États-Unis étaient des faux. Et donc, ils sont arrêtés à ce moment-là, à nouveau. Oui, alors ça, c'est effectivement une invention, une création pour donner un peu de dramaturgie au roman. Et puis, il fallait bien que les personnages ne soient pas acceptés aux États-Unis. Ils pensaient partir vers les États-Unis, ne soient pas acceptés pour arriver dans cette terre de République dominicaine où finalement, ils vont se rejoindre des pionniers qui sont déjà là et reconstruire leur vie. Mais vous parliez de combler. Effectivement, c'est des fragments d'histoire, mais j'ai beaucoup travaillé en documentation pour découvrir des choses que j'ignorais. Notamment, vous y faisiez allusion, c'est les camps en Suisse où beaucoup de Juifs sont restés jusqu'à la fin de la guerre, n'ayant pas trouvé de terre d'accueil, ce qui n'est pas le cas de mon couple de héros. Voilà. Eh ben, donc les déracinés, je rappelle Catherine Bardon, aux escales. Dans un instant, on reparle du judaïsme, mais cette fois-ci avec Guy Boyer. Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique. Car au musée d'art et d'histoire du judaïsme, donc une exposition intéressante d'un photographe que je connaissais pas, Elmar Lersky. Lersky, oui, c'est la première rétrospective en France de ce photographe et cinéaste, qui est vraiment un spécialiste des portraits, avec des jeux de lumière qui viennent sculpter les visages. D'ailleurs, la une du catalogue montre bien ça, ce jeu, avec ces photographies des années 20-30, vous savez, avec des contre-plongées, des visages qui sont placés en diagonale. C'est vraiment sa spécialité. Et toute cette exposition tourne en fait autour d'un achat, puisqu'en 2015, le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris a acheté 435 épreuves anciennes et des plaques de verre, puisqu'on utilisait les plaques de verre au tout début du XXe siècle, et avec ce fonds complété par les œuvres qui viennent du musée d'Essen, on arrive à bâtir une rétrospective qui montre toute cette œuvre. Alors c'est un artiste très important qui est né en 1871 à Strasbourg, de parents juifs polonais, et Lersky, enfin son vrai nom c'est... 71, Strasbourg, à ce moment-là, c'est en Allemagne. Exactement. Et il part à Zurich avec sa famille. Ensuite, à 22 ans, il part pour les États-Unis parce qu'il joue dans le théâtre, il veut aller jouer la comédie là-bas, en Californie. Et puis, en fait, il va devenir photographe. Et dans l'exposition, il y a par exemple une photographie qui est une tête de Saint Jean-Baptiste, où on voit juste la main de Salomé en train de tenir cette tête décapitée. Et justement, tout ce sens du drame est lié à l'utilisation de la lumière, qui vient sculpter les traits de cette tête coupée. Et puis ensuite, alors, il va suivre tout ce qui se passe au XXe siècle avec la modernité. Il part à Berlin, il travaille comme chef opérateur auprès de Fritz Lang pour Metropolis. Vous imaginez, c'est quand même une chose importante. Il va photographier à partir de 1927 et des célébrités et des inconnus pour un ensemble qu'il appelle Tête de tous les jours. Et puis, il va en 32, et ça c'est vraiment la date capitale pour cet artiste, il va aller s'installer en Palestine. Et là,
imaginez, il photographie à la fois les Juifs, bien sûr, et les Arabes dans un ensemble qui s'appelle Arabes et Juifs, pour montrer justement tous ces gens qui vivaient sur cette terre. Et puis ensuite, il va revenir à Zurich et mourir dans les années 50 en Suisse. Importance du film donc dans son œuvre. Tout à fait. Alors dans l'exposition, il y a des projections de ces films et qui montrent bien l'importance quand même de cet artiste, alors qu'on le connaît très mal, puisqu'en fait, il se situe en Allemagne, ce qu'on appelait la nouvelle objectivité, avec quelqu'un comme Renger Patch, dont le jeu de paume a montré toute l'œuvre récemment, et puis la vision documentaire de quelqu'un comme August Sander, qui filmait tous les gens, toutes les catégories, tous les métiers dans l'Allemagne des années 30-40. Donc vraiment, on voit que c'est quelqu'un de capital, qui va se servir du film, et qui va mélanger parfois des reportages pour le film, ainsi que pour la photographie. Comment qualifier son style ? Bon, c'est quand même très difficile. D'abord, il a un côté un peu pictorialiste, c'est ce qu'on dit pour la photographie, qui regarde du côté de la peinture, où on voit bien le grain des visages, où on voit les veines, les traits, et puis c'est surtout quelqu'un presque qu'on pourrait qualifier de luministe, tellement la lumière est importante, et d'ailleurs l'exposition s'appelle le pionnier de la lumière, tellement les coups de projecteur, l'usage de miroirs qui viennent détourner la lumière et concentrer sur certains points du visage, on va avoir des points blancs, enfin des plaques blanches liées à la lumière, sur les joues, sur le nez, et puis surtout, il va faire toute une série de travaux sur les mains. Et puis, comme on est en Israël, bien sûr, il va montrer des lieux comme le mur de lamentation ou bien d'autres scènes de marché, on va dire. Donc c'est au musée d'art et du judaïsme, c'est tout à fait, quand qui est au 71 rue du Temple. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet endroit, alors qu'il mérite absolument le détour, l'exposition dure jusqu'au 26 août et il y a un catalogue qui recense vraiment les plus belles images de ce grand photographe méconnu. Merci beaucoup Guy Boyer, c'est la fin de ce 19h20 réalisé par Bertrand Dorigny. Dans un instant, Florence Belkacem et son invité pour une certaine idée de la France. 20h, le journal du classique de Laure Maison, 20h30 en direct sur Radio Classique, le récital du pianiste Michel d'Alberto au Festival de l'Épau, vous savez, tout près du Mans. Très bonne soirée à tous. Radio Classique. L'assassin du train.